Et je vais appeler Hugo Segré à nous rejoindre. Donc là, on va revenir à notre thématique du commerce équitable. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce que le commerce équitable peut apporter là-dedans. Donc, sur la base d'une étude qui a été réalisée l'année dernière et qui a regardé très concrètement sur des exemples de terrain, qu'est-ce qu'on pouvait observer. Merci Hugo. Et vous pouvez toujours poser des questions à Hugo depuis votre smartphone. Merci Julie. Bonjour à tous. Du coup, Hugo Segré du BASIC pour Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. J'imagine que vous ne connaissez pas, mais peut-être en 2 mots, nous on s'intéresse on est un petit bureau coopératif, on essaie de regarder comment fonctionnent les filières, les secteurs d'activité, déjà par la question économique, donc comment se crée la valeur, comment elle est répartie entre acteurs, et de mettre ça en vis-à-vis de tous les impacts, dont les impacts sociaux, environnementaux, économiques de ces filières et secteurs d'activité. Ici, c'est ce qu'on essaie de faire sur les filières des commerces équitables Origine France. Donc, comme l'a dit Julie, c'est une étude qu'on a menée il y a 1 an, où on essayait de se poser la question, est-ce que des démarches de commerce équitable Origine France pouvaient être porteuses de solutions quant aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation aujourd'hui en France? Je ne vais pas du tout revenir sur ces enjeux-là, parce que déjà Pierre-Marie en a rappelé pas mal les bases tout à l'heure. Et du coup, on s'est posé notamment 3 questions. C'est comment se sont développées au départ ces différentes démarches, à quels enjeux elles ont voulu répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, elles répondent à ces enjeux? Et si oui, quels sont les quelques facteurs clés qu'on pourrait discuter pour savoir comment elles ont réussi à y répondre? Voilà. Donc, pour mener cette étude, donc là, je ne sais pas si je peux avoir la manette aussi. Pour mener cette étude, on a regardé 2 démarches. Donc, vous connaissez probablement. La première, c'est le cas de Biolay, donc, qui est le premier collecteur de lait bio en France, qui collecte, alors je ne sais pas si mes chiffres sont complètement à jour, mais qui collecte environ 30% du lait bio sur tout le territoire français. Et la deuxième démarche, c'est la ferme de Chassagne, qui est, elle, en Charente, et qui est un groupement de producteurs, d'environ une dizaine de producteurs, et qui stocke, commercialise, collecte des légumes secs, des céréales et des produits oléagineux. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ces 2 démarches, parce que juste après, je crois qu'il y a une table ronde avec des acteurs. Voilà, donc je leur laisserai détailler, ils le feront bien mieux que moi. Alors, ce qui est intéressant de voir au départ, c'est que tout au long de l'étude, déjà, il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est le nombre de points communs qu'il y avait entre ces 2 démarches, alors qu'on est quand même sur 2 filières qui n'ont rien à voir. D'une part, des produits laitiers, des produits frais, d'autre part, des légumes secs, des céréales. Et pourtant, on a remarqué qu'il y avait un grand nombre de points communs, à la fois sur le fonctionnement, à la fois sur les enjeux de départ, de développement, sur l'organisation tout au long depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui pour arriver sur leur organisation actuelle. Et notamment, donc, un des points communs, c'était pourquoi ces 2 démarches se sont fondées au départ, quels ont été les enjeux de départ. Et ici, donc c'est ce qu'on voit, c'est qu'elles se sont faites en réaction à une crise. Et au-delà de cette crise, c'est par rapport à un constat commun de non-durabilité des filières alimentaires et agricoles françaises. Donc c'est illustré notamment par les 4 points que je vous ai rappelés là. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a la non-durabilité environnementale des pratiques de l'agriculteur conventionnel, l'opacité et l'asymétrie des pouvoirs dans les relations des filières, la précarité socio-économique des travailleurs et des producteurs des chaînes alimentaires, sachant que dans les années 90, au sein des 2 filières, on va le voir juste après, mais on avait des fermes qui étaient prêtes à mettre la clé sous la porte, si je puis dire. Et le 4e point, c'est la perte en qualité et en diversité de l'offre alimentaire. Donc un peu plus précisément sur ces 2 filières, là je vous ai mis 2 graphiques rapidement, l'un de France Agrimaire à gauche qui montre l'évolution du nombre d'exploitations entre 1993 et 2009, et en jaune la production moyenne en vis-à-vis, et qui montre que notamment dans le secteur laitier, ici c'est toutes les exploitations, mais notamment dans le secteur laitier, dans les années 90, on a un phénomène très dynamique d'accroissement de la taille des exploitations et de la réduction en vis-à-vis du nombre de ces exploitations. À droite, c'est un diagramme aussi, c'est des histogrammes de l'Observatoire français du prix et des marges de France Agrimaire, qui montrent les découpes de la valeur sur une bouteille de lait demi-écrémé, donc en euros constants, avec la distribution entre en bleu les producteurs, donc c'est l'évolution sur les 15 dernières années de la valeur, en bleu les producteurs, en vert les industriels et en rouge les distributeurs. Et là, ce qu'on remarque, il y a peut-être 2 constats principaux, c'est que la valeur, elle a doublé
pendant les 15 dernières années pour les distributeurs, elle a fait x1,5 pour les acteurs, les industriels, et pour les producteurs, elle est restée à peu près constante, mais par contre, on voit que c'est aussi les producteurs, le maillon producteur, qui doit assumer le plus de variations de prix au cours du temps. Voilà. Donc en fait, face à cette dynamique donc, de concentration et de valeur qui fuite vraiment vers l'aval de la filière, on a des acteurs comme ceux de Biolay qui se sont dit on n'a pas envie que cette dynamique se crée aussi sur les filières bio, de lait bio. Et du coup, on réagit dans les années 90 avec une première action qui a été déterminante par la suite, c'est l'intégration verticale de la filière en intégrant notamment la fonction de la collecte du lait. De la même manière, donc sur la filière des légumes secs, c'est aussi la démarche de la ferme de Chassagne, elle s'est aussi lancée dans les mêmes années, dans les années 90, et c'est des années où on avait une forte crise sur cette filière. C'est à la fois une crise sur les débouchés commerciaux, mais aussi sur toute l'organisation de la filière. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que dans les années 90, donc, tout le rôle agronomique des légumes secs, de captation d'azote pour le mettre dans les sols, il a été très fortement mis en concurrence avec un développement très fort des engrais azotés de synthèse qui arrivaient à très bas prix. Et du coup, il y avait moins d'intérêt à développer cette filière en France. Ça, c'est la première raison. Et les deux et troisième raison, c'est lié aux débouchés commerciaux. Il y a deux débouchés principaux pour les légumes secs et les légumineuses. C'est l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Sur l'alimentation animale, on avait une crise de débouchés parce que dans les années 60, on a eu un accord entre l'Europe et les États-Unis qui fait qu'on a importé du soja à droit nul. Et du coup, donc les protéines végétales françaises étaient mises en concurrence directe avec les protéines végétales américaines. Donc on avait une crise sur les débouchés alimentation animale, et sur les débouchés alimentation humaine, on avait aussi une crise puisque c'est dans les années 90, on a une très forte industrialisation du secteur de la viande, à la fois des fermes mais aussi de toute la filière, qui fait qu'on avait une concurrence très forte entre les protéines animales et les protéines végétales. Et c'est ce que montre ce graphique. On voit qu'entre les années 60 et les années 90, on a divisé par 3 la consommation, donc là c'est en valeur, la consommation des ménages en protéines végétales au profit des protéines animales. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces deux secteurs, dans les années 90, quand elles se sont lancées, c'est vraiment face à une crise des filières conventionnelles, et c'est comment arriver à développer des filières bio qui s'indépendantisent et s'autonomisent face à ces dynamiques, quoi. Ah ouais, je ne vais pas assez vite. Du coup, là, sur la ferme de Chassagne, en 90, c'est un peu de la même manière. On a des producteurs qui décident d'investir, d'intégrer verticalement aussi la filière et d'investir dans des outils de collecte, de triage, de transformation pour maîtriser jusqu'à la commercialisation de leurs produits, quoi. Donc ça tombe bien, là je vais aller assez vite. C'est qu'est-ce qu'elles ont construit aujourd'hui, mais je ne veux pas être redondant avec la table ronde d'après. Donc je vais juste vous montrer quelques éléments sur ces filières-là. Concernant Biolay, on a regardé 2 filières en particulier. Ce sont les produits qui vont être distribués par Biocoop via la filière Ensemble et les produits qui vont être distribués par Système U via la bouteille Système U. Et ces 2 filières sont construites sur la base d'accords tripartites. Donc, c'est-à-dire, ça donne un cadre général de discussion entre l'organisation de producteurs, les industriels et les distributeurs d'un côté, notamment sur la durée des engagements, la qualité des produits, etc. Et après, c'est concrétisé par des accords bilatéraux, notamment sur les prix entre les acteurs. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté du spectre, on a une organisation de producteurs Biolay qui appartient aux producteurs et qui contractualise aussi avec ses producteurs sur des engagements sur la durée, sur les prix et sur la qualité des produits. Donc ça, c'est du côté de Biocoop. Du côté de la ferme de Chassagne, on a aussi regardé 2 filières. Celle des produits qui finissent aussi, qui sont distribués à Biocoop via la filière Ensemble, et aussi des légumes secs qui sont distribués via différents réseaux de distribution, notamment via l'intermédiaire de l'entreprise Éthicable. Là, à la différence de Biolay, on a des accords qui sont bilatéraux, notamment du fait que Chassagne a intégré toutes les fonctions de transformation des produits alimentaires. Et après aussi de l'autre côté, donc on a une ferme de Chassagne qui appartient, donc le groupement appartient aux producteurs et qui contractualise aussi avec les producteurs
sur la vente des produits, les transformations, etc. Mais je vous passe les détails, je pense que vous aurez des éléments plus précis tout à l'heure. Alors, dernier point là-dessus. Ah pardon, en fait, c'est pas la dernière version du diapo, mais c'est pas grave, je reviendrai là-dessus après. En fait, c'est la conclusion. Alors, si on regarde quelques effets de ces deux démarches, donc il y en a d'autres, là j'en ai relevé que quelques-unes pour en discuter ensemble rapidement. Les premiers, si on regarde sur la durabilité environnementale des produits, on a relevé 3 points. Le premier, c'est la capacité de ces démarches à encourager et accélérer les conversions à l'agriculture bio. Donc c'est notamment via la levier de différents freins, à la fois des freins techniques. C'est l'exemple, par exemple, c'est Chassagne d'une capitalisation très forte sur le savoir-faire des légumes secs sur des terrains asséchants en Charente. C'est aussi la levée de freins économiques. Donc c'est la capacité à avoir contractualisé sur la durée avec des acteurs de l'aval. C'est aussi tout le fonctionnement de mutualisation chez Biolay qui permet à des fermes bio de vendre à des laiteries conventionnelles mais de toucher la différence de prix entre le bio et le conventionnel. Et aussi la levée de freins sociaux qui étaient très très présents, vous imaginez, dans les années 90, qui sont encore présents encore aujourd'hui. Mais c'est donc l'appartenance à un groupement, avoir un lieu d'échange avec d'autres personnes. Donc c'est le premier point, c'est vraiment la levier des freins sur la conversion en bio. Le deuxième point, c'est que sur certains indicateurs, on dépasse le cahier des charges du bio. Je vais vous donner juste 2 exemples très rapides. Chez Biolay, c'est par exemple le fait qu'on a une alimentation 100% d'origine France, et donc c'est lié aussi à ce que disait Pierre-Marie tout à l'heure sur la déforestation importée. Et sur la ferme de Chassagne, c'est notamment le fait d'utiliser des variétés anciennes, de développer des infrastructures écologiques, etc. Du coup, ça fait lien avec le 3e point, qui est qu'en fait, c'est assez intéressant de faire le vis-à-vis avec des scénarios prospectifs, comme TIFAC vient de présenter Pierre-Marie, ou After 2050 de Solagro, où on voit que donc, les moyens mis en place par ces deux démarches, Chassagne et Biolay, font très fortement écho aux différentes hypothèses structurantes que testent ces 2 scénarios. Je ne rentre pas dans les détails, parce que je pense que vous avez eu assez d'informations tout à l'heure. Donc ça, c'est sur la durabilité environnementale. Maintenant, si on regarde les enjeux sociaux et économiques, on a aussi relevé différents points. Le premier, qui nous paraît très important, c'est le fait que ces 2 démarches, elles ont réussi à instaurer un rééquilibrage des pouvoirs entre les acteurs de l'amont et les acteurs de l'aval, et un rééquilibrage aussi dans les échanges et les négociations. Alors ça se fait par plusieurs biais. Le premier, c'est grâce à des organisations de producteurs qui sont fortes, qui ont réussi à s'intégrer verticalement. C'est l'intégration de la collecte pour Biolay, c'est l'intégration du stockage, de la commercialisation, et je vous passe toutes les étapes, chez Chassagne. Donc ça, c'est la première chose. C'est aussi le fait d'avoir diversifié leurs débouchés. Chez Chassagne, par exemple, on a plus de 400 clients. Alors maintenant, c'est peut-être encore plus, je ne sais pas. Et la dernière chose, c'est la capacité à déterminer des prix en partant du calcul des coûts de production du produit. Donc voilà, donc ces 3 choses ont permis un rééquilibrage des pouvoirs entre donc, les acteurs de l'aval et les acteurs de l'amont. La deuxième chose, c'est l'instauration entre les différents acteurs de la chaîne d'un climat de confiance et d'une dynamique collective de coopération entre les acteurs, avec une régularité des échanges qui vont au-delà des discussions de prix et des discussions commerciales. Et enfin, la troisième chose, je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure, mais c'est un vrai levier pour la durabilité sociale de ces démarches, c'est l'appartenance à un groupe et qui permet de sortir un peu du caractère aussi individuel de l'agriculture. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une brève vue des différents effets. Il y en a d'autres dans l'étude, mais je ne vais pas détailler. Et je vais juste finir, pardon, du coup c'est le diapo, c'est celui-ci, sur quelques clés de succès qui pour nous, c'est quelques éléments qui nous paraissent indispensables quand on regarde ce qu'ont réussi à produire ces 2 démarches-là. Et du coup, il y en a 3. Alors, il en manque un, je suis désolé, j'aurais dû envoyer la dernière version du diapo. Le premier, c'est la capacité des acteurs à avoir créé des filières qui sont différenciées. Alors, c'est différencié au-delà de la qualité des produits, de la qualité organoleptique, même si ça peut jouer, c'est au sens beaucoup plus large. C'est une différenciation qui va jouer sur d'autres facteurs de distinction que je viens de discuter tout à l'heure, mais c'est notamment la relation entre les acteurs, le type d'acteurs aussi, est-ce qu'on est sur des PME, est-ce qu'on est sur des grands groupes, etc. C'est la fixation, la méthode de fixation des prix, voilà, donc c'est aussi les pratiques agricoles. C'est tous ces facteurs de distinction
qui vont jouer et qui vont permettre de différencier la filière. Sachant que ces facteurs de distinction, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont créés pour la plupart en amont de la filière et que cette valeur, et qu'ensuite chaque partie prenante de la filière va y accorder une valeur différenciée qui est transmise tout au long de la filière, grâce notamment aux enjeux de transparence sur les coûts entre les acteurs, etc. Donc ça, c'est le premier facteur clé qui nous paraissait intéressant de discuter ici. Et ensuite, les deux autres facteurs, c'est lié aux organisations de producteurs elles-mêmes, où nous, on avait l'impression que l'important, c'était d'avoir, dans les deux cas, une organisation de producteurs autonome, au sens où elle était en capacité de faire des choix complètement indépendamment de pression exogène. Et ça, c'est lié à deux choses principalement. C'est la mutualisation donc, des moyens financiers et humains, mais ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas redétailler. Et la deuxième chose, c'est le fait d'avoir une gestion commune du groupement autour d'un projet social environnemental partagé et qui passe dès le départ, dès la construction de la démarche, par une gouvernance démocratique et une responsabilisation des membres. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugo. Alors, comme on a un petit peu de retard et qu'on a peu de questions qui nous sont remontées et que dans la table ronde d'après, nous avons les acteurs directs, on va pas prendre de questions sur cette partie-là. J'espère que ça te frustre pas trop, Hugo.